pour vendre à une boîte, c'est plus intéressant d'être lié à son écosystème que d'être lié qu'à ses acheteurs. Et moi, c'était ma vision de trouver un moyen d'avoir sur toutes les étapes une personne qui peut impacter le choix d'être avec Spendesk. Parce que moi, je vois le partenariat comme de la vente un peu. Parce que tu vas vendre un produit qui s'appelle le partenariat au partenaire. Donc il faut que tu lui apportes autant de valeur que ce que tu peux rapporter à un client, voire plus, parce qu'il se met à risque, parce que s'il s'associe avec toi, c'est pas un outil qu'il achète, c'est une boîte avec laquelle il met son nom. Donc c'est super important. Si vous voulez vraiment faire du partenariat, sachez que ça prend du temps. Acceptez qu'au début, ça va pas apporter de valeur pendant peut-être 6 à 9 mois. Et donnez du temps pour que ça se mette en place, que ça se structure. En fait, on voit les boîtes avec qui ça marche très bien. On voit les boîtes qui essayent. Mais au milieu, c'est un peu la guerre de tranchées en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisqu'on va parler partenariat. C'est la première fois qu'on va faire un épisode où on va beaucoup parler de ce sujet. Et pour en parler, j'ai avec moi Thomas Lequin qui est l'ancien Head of Partnership de Spendesk. Déjà, merci enchanté, d'être Jordan. là. Thomas, merci à toi. Enchanté. Et donc, pour commencer, juste une petite question concernant ton parcours. Ouais. Donc, j'ai pu voir que avant d'être chez Spendesk, tu avais travaillé dans un grand groupe, Tereos. Et c'est une question que j'aime bien poser parce que vraiment l'espèce de dichotomie entre les deux univers, grand groupe et start-up. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de bosser dans une start-up alors que c'était dans un grand groupe? Alors en fait, ça venait d'assez longtemps. En fait, à la fin de l'école de commerce, j'ai fait ma thèse sur comment tu passes de 1 euro à 1 million d'euros de CA. Et en fait, j'ai adoré ça. Et en fait, quand je cherchais mon premier job, je voulais être plutôt dans le monde des startups, mais j'ai pas forcément trouvé le bon fit. Et j'ai cherché une boîte qui était plutôt un grand groupe qui s'intéressait aux startups. Et en fait, j'ai rejoint Tereos en 2017, au moment où il y a eu la libéralisation des quotas sucriers. Donc en fait, il fallait qu'ils cherchent de nouvelles activités. Et ils ont créé dans leur branche un peu corporate dev une activité pour aller sourcer des startups et des nouvelles boîtes pour apporter des nouvelles verticales dans leur boîte en fait. Donc moi, pendant 3 ans, j'ai eu un rôle de sourcer plein de startups. Je pense que j'en ai analysé entre 70 et 80 et essayer de créer des partenariats avec elles. Et il y en a un qui a cartonné, qui était avec Innovafeed, qui m'a pris au cumulé, je pense, 2 ans et demi. Ça a démarré avec un deck sur des slides, avec une usine à la fin. C'est vraiment un projet de A à Z. Et en fait, je me suis dit, c'est canon, j'en ai marre d'être du côté des gens longs et je veux être avec les startups qui vont vite. Donc à ce moment-là, j'ai négocié mon départ avec Tereos et j'ai postulé en début de 2020 à plein de boîtes qui étaient en série B. Et le monde qui était le plus intéressant à l'époque était la fintech. Et je suis parti chez Spendesk. Donc c'est vraiment un choix qu'il y avait depuis, je pense, 2016. J'ai voulu démarrer avec les grands groupes pour avoir de la structure au début. Et j'ai vu que c'était canon, mais en fait, c'était pas assez efficient et assez cool, en fait. J'en avais marre d'être en costume du lundi au vendredi. Donc j'ai cherché une startup. Et pour la petite anecdote, c'est Clément Ray, le cofondeur de Innovafeed, qui a fait mon rêve chèque pour Spendesk. Donc c'est vraiment un peu une boucle entre le grand groupe, la startup et puis Spendesk. Ok. Bon, le côté tu manquais d'agilité, c'est pour ça que tu allé dans les startups, c'est le truc qui revient globalement. C'était pas grand. Toutes les personnes qui passent de l'un à l'autre. Parce qu'ils voulaient faire des choses, mais en fait, je crois que j'avais compté pour valider le projet avec Innovafeed. J'avais fait, je crois, 14 decks en interne de présentation à tous les directeurs, au CEO, etc. Et en fait, ce qui a fait que ça a marché, c'est plutôt une opportunité, on va dire, un peu politique à l'époque, qui a accéléré la chose. Parce qu'en fait, si tu suis les process dans ce type de boîte, ça prend 4-5 ans. Mais là, comme il y avait une opportunité un peu en local, dans le nord de la France, ça a accéléré le projet qui a fait que ça a marché. Mais c'est super intéressant, mais c'est assez fastidieux avec ce type de boîte pour aller faire ce type de partenariat. Et donc, tu faisais déjà du partenariat à l'époque de Tereos, en fait. Ouais, en fait, en gros, c'était l'équipe corporate développement et j'avais 2-3 activités. Une partie, c'était plutôt M&A. Une autre, c'était partenariat stratégique. Et le troisième, c'était plutôt partenariat innovation. Et c'était moi, mon filon numéro 1. Parce que Tereos, à l'époque, avait investi dans 3 fonds. Donc, ils avaient investi chez Seventure 10 millions, chez Capagro 10 millions. Et un autre dans le Nord, je crois, c'était 500 000 euros. Et en fait, moi, je suivais les fonds dans tous leurs investissements et je faisais des comités, ça s'appelait comment, je crois, des comités de validation avec eux. Donc, je voyais tous les dossiers avec eux et s'il y avait des sujets intéressants, je cherchais à faire un partenariat entre Tereos et la boîte. Donc, j'étais en fait dans le monde des startups depuis 3 ans, mais du côté corporate et pas du côté gens qui font au niveau des startups. Ok. Très bien. Donc, après, chez Spendesk, tu as travaillé sur
l'écosystème-led growth. C'est comme ça que vous aviez Ouais. appelé ça. C'est quoi concrètement? En fait, en gros, c'est la nouvelle vision au niveau partenariat. C'est pas une vision, on va dire silo. C'est plus tout au long de ton cycle de vente, quand tu es acheteur, tu parles à des gens. Et pareil au niveau de ton cycle après-vente. Je crois que le chiffre, c'est je sais pas, entre 10 et 20 partenaires à qui tu parles dans ton écosystème au moment de faire un choix sur un outil. Et en fait, moi, le but avec Spendesk, c'était de mapper tous ces gens-là de l'avant-vente à l'après-vente pour créer un écosystème autour de nous qui s'alimente et qui s'entretient pour que quand un client travaille avec nous, il puisse avoir accès à un écosystème autour de lui qui va incentiver peut-être son usage de Spendesk et qui va le pousser à acheter Spendesk et à continuer avec Spendesk. Donc, c'est plus de voir, en fait, pour vendre à une boîte, c'est plus intéressant d'être lié à son écosystème que d'être lié qu'à ses acheteurs. Et moi, c'était ma vision de trouver un moyen d'avoir sur toutes les étapes une personne qui peut impacter le choix d'être avec Spendesk. Ok. Et du coup, comment on s'y prend pour mettre ça en place? Honnêtement, c'est fastidieux parce qu'en fait, dans une boîte qui est une startup, tu penses souvent à 3-6 mois, max 9 mois. Et les partenariats, on va dire que ça prend au moins 9 mois, 1 an avant que ça prenne. Donc déjà, il y a un premier enjeu, c'est d'aligner les C-level sur la vision, sur le temps, sur les objectifs. Donc en fait, moi, la première étape que j'ai eue à l'époque, c'était de travailler sur un plan avec, je crois qu'avec l'époque, c'était avec le CRO, le marketing et le produit, à se dire, voilà ce qu'on pourrait faire dans les 3 années à venir. Donc c'est vraiment très théorique sur les types de partenariats et ce qu'on pouvait en attendre entre 2022 et 2024. Et à partir de là, une fois que tu as calé un peu tes grands groupes, tu commences à travailler sur des sujets un peu plus opérationnels en priorisant les partenaires qui t'apportent le plus de valeur au début parce qu'il faut que tu prouves aux invests que ça marche. Et ensuite, tu vas sur des sujets de plus en plus complexes parce que tu prouves et tu peux embaucher pour aller de plus en plus gros sur ton projet partenariat. Donc ça démarre vraiment au début avec l'alignement au niveau des C-level, l'alignement avec le marketing, les sales et le produit. Et ensuite, tu commences à le délivrer peu à peu sur les sujets qui apportent de la valeur à la boîte pour aller ensuite un peu plus loin sur des partenariats un peu plus avancés. Quand tu dis convaincre les C-level, c'est vraiment effectivement partager cette vision, s'assurer qu'ils croient au projet, qu'ils ne vont pas au bout de 1 mois commencer à toquer à la porte en disant on en est où, qu'ils comprennent un peu ce côté éducation de alors les gars, par contre là on s'engage dans un truc, ça risque de prendre du temps, mais trust de process, etc. quoi. C'est ça, parce qu'en fait en gros quand moi j'ai repris le sujet, c'était en fin 2021. En fait, il y avait une équipe qui était là depuis un an et demi et ça marchait pas très bien parce qu'en fait, ils avaient une vision qui était super efficace au début parce qu'elle était assez court-termiste. Et en fait, quand il a fallu aller plus loin, il y avait moins de soutien de la part des C-level. Et en fait, ça a démotivé les gens qui sont pas partis de Spendesk parce qu'en fait, ils ont pas pu mettre en place tout ce qu'ils voulaient. Je prends un exemple. Nous, ce qui nous manquait, c'était des intégrations de produits pour faire des partenariats plus avancés. Et en fait, comme les partenariats n'étaient pas un sujet prioritaire en 2021, le produit n'a pas priorisé ces sujets, qui n'a pas permis d'aller plus loin au niveau des partenariats. Donc en fait, vu qu'il n'y avait pas un alignement fort entre ce que voulait faire l'équipe part avec l'équipe produit, ça a démotivé les gens qui fait qu'ils ont voulu quitter pour aller vers d'autres types de projets. Et c'est à ce moment-là où moi je suis arrivé en disant, si on veut que ça marche, les gars, il faut qu'on change l'approche, il faut qu'on s'aligne sur les 2 à 3 années à venir pour qu'on ait une roadmap commune et pas se séparer entre les équipes. Donc c'est vraiment ça. Tout à l'heure, tu parlais du côté silo. En fait, c'est ça. Ok, très bien. C'est quoi le type de partenariat? Tu es une boîte comme Spendesk, c'est quoi le type de partenariat que tu vas aller chercher? Alors en fait, nous on avait, alors on s'est pas mal cherché honnêtement. Au début, tu cherches un peu dans tous les sens, tu tentes des choses, tu essaies de voir si ça répond, si ça prend. Mais nous, on avait un peu des catégories de partenaires. On avait les partenaires ont plutôt, alors nous c'était un outil spécialisé finance, Spendesk. Donc en fait, on a cherché l'écosystème autour des CFO. Donc tu avais une partie qui était ce qu'on a appelé nous la fonction finance externalisée. Donc c'est tous les gens qui accompagnent et qui sont utilisateurs de Spendesk pour le compte d'un client. Donc c'est un premier type de partenaires qui sont des gens qui sont des power users de ton outil. Après, on avait un deuxième type, c'était des partenaires que nous on a appelé product partner. Donc en fait, c'est des briques produits que ton produit ne couvre pas, auxquels tu t'associes pour avoir pour avoir, on va dire, un produit plus large. Donc nous, c'était des sujets, par exemple, HR ou alors des sujets... il y avait aussi Payfit, il y avait aussi genre Deal. Donc c'est vraiment des boîtes qui permettaient, en se complémentant avec Spendesk, d'avoir une offre un peu plus large. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle plutôt des solution partners. C'est des gens qui sont spécialisés sur des outils, qui vont accompagner les boîtes dans le paramétrage et la mise en place de cet outil.
Et nous, on avait sélectionné ceux qui étaient autour des ERP auxquels SpenDesk se connectait. Donc, on avait vraiment trois briques, on va dire. On avait la partie finance externalisée qui était des users au quotidien de la solution. Le deuxième qui était des product partners, donc des software vendors qui s'associaient avec nous pour avoir un combo d'offres un peu plus évolué. Et le troisième, c'était ceux qui allaient le mettre en place, qui recommandaient SpenDesk à leurs clients parce que c'était le bon usage avec les ERP. Donc, c'était un peu les trois axes qu'on avait. Et tu vois qui sont bien sur des étapes différentes de la vie du client. Complètement. Est-ce que concrètement, enfin voilà, moi bulldozer, je réfléchis à des partenariats. C'est quoi les questions qu'il faut que je me pose et qui peuvent m'aider à identifier des partenaires potentiels? Alors, moi, je peux donner un exemple. Justement, là, j'accompagne une boîte depuis 2 jours sur ce sujet. Et en fait, moi, ce que j'ai fait en premier, c'est des interviews avec chacune des équipes pour comprendre à qui ils parlent et à qui les clients parlent. Donc ça, c'est un premier axe, c'est essayer de mapper toutes les fonctions et de voir si ces fonctions parlent à des gens qui sont externes aux clients. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième, c'est de parler aux clients directement et de leur demander à qui tu fais confiance pour acheter un outil. Et le troisième, c'est de mapper le customer journey et de voir tous les moments où le client n'est pas forcément à l'aise, où il pourrait faire appel à quelqu'un d'autre. Et là, tu vas essayer de mapper ses partenaires sur le customer journey. Donc, c'est vraiment un mix entre le savoir des équipes, le savoir du client et ta compréhension du customer journey pour voir à quel moment tu peux impacter ça avec des partenaires. Ce qui fait que tu parles vraiment d'écosystème parce que ça touche tes équipes, le client et les influenceurs chez ton client. Ok. J'ai identifié des partenaires potentiels. What's next? En fait, il y a un truc qu'on fait souvent comme erreur sur les partenariats, c'est qu'on pense à la valeur que eux nous apportent. Alors qu'en fait, eux, si on a envie qu'ils bossent avec nous, faut qu'on leur apporte de la valeur. Donc, une fois que tu as identifié les partenaires qui ont du sens, cherche comment est-ce que tu leur apportes de la valeur demain. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je cherche à mapper un peu les 3-4 éléments différenciants de SpenDesk où j'apporte de la valeur à chacun de ces partenaires. Je fais un petit deck de 2-3 slides. Je cherche dans mon network s'il y a des gens que je connais qui sont dans ce type de partenaire-là et je les interviewe en disant « Je compte faire ce type de programme-là. Est-ce que ça te parle si on met ça en place, si on met ça en place, si on met ça en place ?» Donc, c'est vraiment un peu du test and learn, mais en se focusant sur leur apporter de la valeur. Parce que moi, je vois le partenariat comme de la vente un peu. Parce que tu vas vendre un produit qui s'appelle le partenariat au partenaire. Donc, il faut que tu lui apportes autant de valeur que ce que tu peux rapporter à un client, voire plus. Parce qu'il se met à risque, parce que s'il s'associe avec toi, c'est pas un outil qu'il achète, c'est une boîte avec laquelle il met son nom. Donc, c'est super important. Donc, moi, c'est vraiment ça. L'étape suivante, c'est de pas faire 2 mois en chambre à faire tous les docs. C'est plutôt de faire des decks assez simples avec des éléments clés un peu moches et tu parles à des partenaires et tu vois si ça répond pour aller ensuite faire évoluer cette offre. Et tu structures un deal, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, il y a des markets standards sur les types de partenariats. Okay. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a on va dire le plus simple, mais celui qui apporte limite le moins de valeur, c'est l'apport d'affaires. Donc ça, tu as souvent quelqu'un qui t'apporte un deal. Il y a souvent ça avec le marketing affiliate, en gros. Mais c'est pas vraiment du partenariat comme moi je le vois. Donc en gros, tu vas les rémunérer sur les leads que eux t'apportent et qui signent. Mais après, sinon, tu as d'autres types de modèles et les plus fréquents, c'est le partage de leads avec des partenaires type product partner. Ça peut être aussi les efforts marketing communs ou ça peut être la vente commune. Donc en fait, sur ces axes-là où tu vois si ça répond avec chacun des partenaires, tu vas essayer de construire une offre avec eux, soit pour leur donner une rémunération, soit pour faire des webinaires ensemble, soit pour faire des actions commerciales ensemble. Donc en fait, vraiment selon ce que tu fais avec chacun, tu as des modèles qui sont pas exactement les mêmes, mais ça tourne toujours autour quand même de la rémunération, de l'argent et du marketing. Parce que c'est quand même les éléments clés pour eux et pour nous. C'est le top, c'est le top line et puis la rétention. C'est le business, quoi. Exactement. C'est du sales à la fin de partenariat. Non, mais bien sûr. Ok. Et quand tu dis que ça apporte pas particulièrement de valeur, tu vois, le côté je t'envoie un lead, apport d'affaires, etc. Pourquoi tu dis ça? En fait, ce que nous, on a vu, c'est qu'on va prendre un exemple. Tu es une boîte qui vend un produit à l'année à 10 000 euros ou 20 000 euros même. Si tu fais un referral fee de 10%, ça fait 2 000 euros. Et en fait, si c'est une boîte, son activité, c'est de vendre du conseil à des gens, c'est même pas 2 jours hommes. Donc en fait, est-ce qu'ils vont s'emmerder à faire un partenariat avec toi pour avoir peut-être à l'année 20 000 euros qui font 20 jours hommes? Ils ont plus intérêt à faire de la
vente de conseils plus que de faire de l'accompagnement avec Spendesk. Hmm. Donc en fait, ce que moi je vois, c'est que tu as un peu deux grands groupes. Tu as les partenariats pour les SMB et les petites boîtes où tu peux avoir du volume, où justement ça va être intéressant d'avoir cet écosystème-là. Et après, tu as les partenariats avec des solutions plus enterprise qui sont plus grosses, où là, ça pourrait aller parce que tu vas leur donner plus d'argent. Donc en fait, quand tu commences à aller plus loin sur ces types de partenariats-là, on va dire, quand tu les segmentes par les segments cibles de ton produit, c'est là où tu peux avoir un peu aussi quelques évolutions. Je sais pas si j'ai été clair, mais c'est très clair, c'est très je clair. tente d'être... Et quand tu dis donc partage de leads, Ouais. tu as mentionné ça, on est d'accord que partage de leads, c'est par exemple, je vais faire un webinar avec toi, et tous les inscrits du webinar, bah, du coup, tu vas les avoir, je vais les avoir, et donc on va Alors traiter ça, c'est la partie comment. marketing, ouais. Ok. Moi, je vois plus ça sur la partie sales. Ok. On va prendre un exemple. Nous, on avait un partenariat avec Travel Perk. Je sais Ok. pas si ça te parle. C'est une solution de travel booking software. Ok. Donc en fait, ça remplace les agencies, etc. D'accord. Et en gros, eux, leur gros enjeu, c'est que toutes les dépenses terrain des employés qui voyagent remontent dans l'outil pour être mappées avec chacun des voyages, en gros. Et ce qu'ils font, c'est quand ils font des discovery avec leurs clients, eux demandent est-ce que vous avez un outil d'expense ou pas. Et en fait, à chaque fois qu'ils disent non, ils pouvaient nous mettre en lien avec Spendesk. Donc, c'est plus en fait dans toi, ta discovery avec le client. Tu vas poser des questions sur les outils connexes. Et si tu vois qu'il y a des manques, tu vas les mettre en lien avec tes partenaires. Et tu vas pouvoir dire, on est intégré à cet outil de travel. Donc, si vous prenez Spendesk et Travel Perk, il y aura un combo qui sera plus efficace. Donc, c'est pas de la vente commune parce que tu vas pas vendre en même temps, mais c'est de la vente en parallèle où les AE vont pouvoir se parler entre eux et se dire, bah, je connais ce bailleur, voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Si tu veux, on peut se faire un call de 5 minutes. Et en fait, on s'aide ensemble à s'apporter des leads et à les faire signer. Et donc, le terme d'écosystème, Ouais. là, avec cet exemple, on se rend bien compte effectivement que, OK, comment est-ce que je vais m'intégrer à un écosystème? Et en fait, ça, je vais pouvoir en faire levier pour m'apporter de la crédibilité. Là, j'imagine que ça, bah, ça aide à closer, c'est-à-dire, Ouais. hey, mais regarde, en fait, moi, je suis connecté à des outils d'expense management, etc. Donc, en fait, en travaillant avec moi et en plus de ça avec mes partenaires, on va arriver à faire un truc super efficace. Ouais, c'est ça. etc. Puis en fait, ça te permet d'avoir les leads au bon moment. Parce qu'en Ouais. fait, souvent, avec l'école call, ça tombe au mauvais moment. Alors que là, tu sais que le mec est prêt à acheter, il a un budget et il a un manque. Donc, en fait, tu arrives où tu sais que dans les 2 à 3 mois à venir, il y aura un projet. Donc, il y a une chance de vendre. Ouais, ça me fait penser, tu vois, des solutions comme Legal Start, Legal Place, etc. Où, tu sais, pour créer ta société, tu vas commencer à créer ta société, puis du coup, là, on va te dire, mais il va te falloir un compte bancaire. On est partenaire avec Conto. Exactement, c'est la même chose. En fait, ça, c'est vraiment sur les boîtes qui sont plus sur les TPE et les entrepreneurs. En fait, pour avoir une offre où tu restes un peu, on va dire, captif, tu vas tenter d'avoir tous les services autour en tant que partenaire que tu proposes dans ton cycle de vente ou dans ton cycle d'upsell. Moi, j'ai pris, par exemple, une assurance RC pour le freelance il y a 2 semaines. Et en fait, ils m'ont proposé deux autres assurances sur le matériel et sur un autre truc direct. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un ensemble de solutions qui marchent. Et je les ai prises parce que c'était dans mon cycle de vente, dans l'écosystème de ce que je cherchais à acheter. Donc en fait, ça marche très très bien. Et même si tu vas plus loin, par exemple, tu as tous les ERP. Donc les plus connus, c'est du Microsoft, etc., qui développent un écosystème d'outils autour d'eux. Parce qu'en fait, le but, c'est que tu restes toujours dans l'écosystème de Microsoft et en prenant les outils connexes, tu vas utiliser la data de Microsoft, donc tu vas être encore plus important pour eux et tu vas leur générer encore plus de chiffre d'affaires. Donc tu vois tous les gros qui commencent à se structurer. Pareil, il y a NetSuite qui a ce qu'ils appellent SDN Network. Donc c'est toutes les solutions qui sont connexes à NetSuite et qui couvrent des sujets qui ne sont pas dans NetSuite. En fait, qui peuvent être proposés par les commerciaux de NetSuite à leurs clients. Donc, c'est un moyen aussi d'être dans l'écosystème de ces gros outils au moment où ils vont mettre en place un ERP. Bah, toi, tu es là au bon moment parce qu'il y a un budget et il y a le bailleur qui est là. Excellent. Donc, en fait, l'écosystème marche à tous les niveaux, entre les petits et les gros. C'est un peu le mot du moment, en tout cas sur mon LinkedIn, parce que je suis souvent sur ces sujets-là. Mais moi, c'est un mot qui me parle pas mal et je trouve qu'il y a une vraie évolution avec ça. Parce qu'en fait, quand tu vois que l'outbound marche de moins en moins bien, le partenariat, nous, sur 2023, on avait des taux de conversion, je crois, des win rates à 50%, alors que l'outbound était peut-être à 20, 22. Donc, tu te dis, c'est quand même beaucoup plus intéressant avec des cycles de vente 2 à 3 fois
plus court, je pense, à des moments. Bah oui, complètement. Et avec un ACV plus élevé. Donc au final, quand tu regardes les chiffres, tu as dit, comment est-ce qu'on met plus de sous là-dedans en fait? Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Top. Et donc... Tu mets en place donc ton deal et ensuite comment est-ce que il faut qu'il y ait une revue régulière, comment on entretient tu vois ces partenariats-là? En fait, moi ce que je disais à mes équipes, c'est que signer le partenariat, c'est 10% du travail en gros. Parce qu'en gros, après, le gros enjeu, c'est de le faire évoluer et de le faire maintenir dans le temps. Donc nous, ce qu'on faisait en général, c'est qu'on avait toujours, alors on essayait de le faire, un plan de succès au moment de la signature du partenariat. On écrivait un peu des objectifs communs à 6 mois, 1 an avec le partenaire qui permettaient tous les mois ou 3 mois d'avoir des revues avec ce partenaire pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction. 100% des cas, c'était erroné parce qu'en fait, tu ne sais vraiment jamais. Mais en fait, ça te permet d'avoir une vision et d'avoir aussi des points à voir avec le partenaire tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, le gros enjeu, je dirais, pour que ça marche, c'est de s'aligner vraiment sur ce que tu as envie de faire avec le partenaire, que la valeur soit au même niveau entre les deux partenaires et que tu aies des objectifs communs, peut-être 1 ou 2 assez simples, à 6 mois, 1 an, pour la mise en place. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le côté partenaire, on va dire. Et après, il y a un gros enjeu aussi en interne de faire savoir à toute la boîte que tu as ces partenaires-là. Juste un exemple, nous, je pense qu'on avait approché, je pense, sur 18 mois, peut-être 120 à 130 partenaires pour en signer entre 60 et 70. Donc, c'est-à-dire que tu as plus de partenaires que d'AE dans la boîte. Sauf qu'en fait, personne ne le sait. Donc, tu as un gros enjeu d'éducation et d'accompagnement en interne sur à quoi sert chacun des partenaires, comment est-ce qu'il apporte de la valeur. Donc, en fait, dans les mises en place, tu as comme tu disais, avec le partenaire où tu mets un plan en place, mais surtout en interne avec l'enablement, où tu fais comprendre à toutes les équipes quel type de partenaire tu signes, à quoi ça sert et comment ils peuvent les utiliser tout au long du cycle de vente. Et donc pour ça, tu fais quoi? De la documentation? Tu fais de la, je sais pas, des présentations en interne? En fait, en gros, tu vas faire un peu des tierings de partenaires. Tu vas voir tes tiers 1 où tu vas les faire venir avec une démonstration en live, avec des docs avancés. Et après, tu as tes tiers 2 ou tes tiers 3 où c'est juste une info dans Notion ou alors dans un Google Drive. Donc en fait, selon l'importance de ton partenaire, tu vas plus ou moins le mettre en avant au niveau de tes équipes. Mais une difficulté qui est assez importante que moi j'ai eue, c'est que le partenariat, c'est une équipe qui a besoin de gens dédiés pour le faire au niveau des fonctions support. Et en fait, tu n'arrives jamais à avoir des gens. Donc moi, c'était mon équipe qui faisait le marketing, les ops, l'enablement. Et tu te retrouves à avoir un job où tu fais 50 jobs à la fois et tu n'arrives pas à être aussi bon que des boîtes qui ont des gens spécialisés sur ça. Je prends HubSpot, ils ont des gens qui sont partner enablement, qui font juste de l'enablement pour les partenaires et pour les AE qui bossent avec ces partenaires. Nous, c'était à nous de le faire parce qu'on était trop petits. Donc, ce que je te dis, c'est la théorie de comment est-ce qu'on le met en place, mais dans la réalité, c'est fastidieux parce que si tu signes 40 parts sur 1 an, si tu dois faire de l'enablement de toutes les équipes, en plus de tous les autres sujets, ça devient, pour moi, le moment le plus dur, c'est cette mise en place opérationnelle avec toutes les équipes, avec peu de support. Oui, après, tu vois, une solution comme HubSpot, ils ont énormément de partenaires. Je pense aux intégrateurs, tu vois. Ouais, les agences, ouais. Les agences, mais il y a aussi une particularité, c'est que souvent tu vas faire des appels à une agence locale, tu vois, il y a un aspect très géographique, etc. Ouais. Et du coup, tu en as 1000, mais c'est effectivement une catégorie qui sont les intégrateurs. Et ensuite, bah, du coup, tu as ton directory, tu vas sur HubSpot, moi j'habite ici, voilà, je suis en France, c'est qui les partenaires et tout, voilà. Donc, tu vois, en fait, tu
t'as pas besoin d'expliquer en interne le fait que tu as des partenariats et tout. De toute façon, tu mets à disposition ton directory de partenaires dans le bon moment, au bon moment du customer journey, etc. Et puis voilà, ça déroule. Alors par contre, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que quand ils l'ont lancé, je sais pas, il y a combien d'années, c'était pas aussi avancé. Donc ça c'est clair. Je pense qu'il y a... En fait, on voit les boîtes avec qui ça marche très bien. On voit les boîtes qui essayent. Mais au milieu, c'est un peu la guerre de tranchées, en fait. Parce que t'as peu de ressources et en fait, ce qu'on te demande de faire... Alors nous, c'était, de mon avis, une erreur. C'est qu'en fait, on a associé chacun des partners managers à une ligne de revenus au niveau de la boîte. Et en fait, on a oublié que leur job, c'est pas que faire du revenu. C'est aussi de faire du marketing, de l'enablement et des ops. Donc en fait, on a attendu à des moments un peu trop de résultats de leur part, alors qu'on aurait dû donner un peu plus du qualitatif pour aider à créer cet écosystème-là avant qu'il apporte de la valeur. Donc moi, je trouve que c'est un conseil que je donnerais, c'est si vous voulez vraiment faire du partenariat, sachez que ça prend du temps. Acceptez qu'au début, ça va pas apporter de valeur pendant peut-être 6 à 9 mois et donnez du temps pour que ça se mette en place, que ça se structure et ne mettez pas trop la pression sur les équipes. Parce que moi, il y a des gens avec qui ça n'a pas marché parce qu'on leur a mis des chiffres assez élevés assez vite et c'était une erreur. Et je pense que c'est vraiment une erreur à pas faire au début, de vouloir aller trop vite sur ces sujets. Ok. Tu as mentionné vite fait le côté marketing. Ouais. L'équipe partenariat de Spendesk ne faisait pas partie de l'équipe marketing, c'était une équipe indépendante. Ouais, c'était dans l'équipe revenu, sous le CRO. C'est quoi les relations que tu entretiens avec le marketing? Comment travailler avec cette équipe-là? Alors nous, ça a été un vrai sujet. On a trouvé des solutions à la fin, donc ça c'est cool. Donc nous en fait on était organisé par pays avec Spendesk. Donc on avait les équipes au UK, en Allemagne et en France. Et pour chacun des pays, tu avais un field marketer qui était sur les sujets webinar et event. Donc nous en fait on avait chacun des partners managers qui étaient en binôme avec le field marketing du pays. Donc on avait déjà cet axe-là de maillage pour qu'en fait, à chaque fois que tu as un event, tu puisses te dire est-ce que je peux pas faire venir un partenaire sur mon event ou est-ce que j'ai besoin d'un speaker, est-ce que ça peut pas être un partenaire. Donc en fait, tu cherches vraiment à avoir un mappage, une map un peu de toutes tes activités dans les 6 mois à venir et tu dis avec lesquels je pourrais faire venir un partenaire. Et comme ça, tu cherches à les inviter pour augmenter la valeur de toutes tes activités. Donc ça, c'est une approche très sur les events et sur les webinars. Après, tu as une approche sur le product marketing. Donc, si tu as des partenariats avec des produits, il va falloir que tes PMM associent le produit Spendesk avec ces produits-là. Et c'est eux qui vont faire la documentation, c'est eux qui vont éduquer les équipes. Donc, nous, on avait des meetings tous les mois avec cette équipe-là pour qu'ils comprennent les partenaires avec qui on signait et pour qu'ils puissent intégrer ça dans tous les decks pour le client-facing. Et le dernier axe qu'on avait, qui était plus pour la demand gen, et c'était vraiment le gros sujet qu'on n'a pas solvé en fait, c'était la gestion de l'attribution des leads sur des activités communes entre le marketing et les partenariats. Parce qu'avec Spendesk, on avait un souci, c'est qu'on avait qu'une seule source, ça pouvait être que de l'inbound, de l'outbound ou du partenariat. Et ça a créé des conflits énormes pendant des mois et on n'a pas trouvé de solution jusqu'à ce que je m'en aille sur ce sujet. Donc en fait, voilà, on a 3 types de collaboration, plus sur event et webinar avec des speakers, l'autre plus sur le produit et les decks que tu proposes, et le troisième sur le demand gen pur. Et c'est celui-là qu'on n'a pas solvé au bout de 2 ans et demi, moi, avec Spendesk. Encore un sujet d'attribution. Ah ouais, c'est fastidieux, ouais. Ah non, mais c'est toujours le même sujet. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution sur ce sujet. Ah, mais moi non plus, je pense qu'il n'y a pas de solution. Il y a des règles dans chacune des boîtes. On a essayé, même en fait, en gros, ce qui était marrant, c'est qu'avec le marketing, on voulait collaborer, on voulait trouver des solutions, mais c'était les systèmes qui nous bloquaient à ce niveau-là. Mais oui. Et c'était horrible, honnêtement. C'était ma pire expérience, c'était les meetings avec le demand gen pour essayer de trouver des solutions à ce sujet, ouais. Bah oui. Parce que nous, on était payés sur le source à partir des partenaires. Eux étaient payés sur le source à partir du marketing. et donc, chacun tire la couette de son côté. Et on voulait pas payer les deux au niveau de la boîte. Parce que dans les bébés, si c'était l'un ou l'autre, bah, ça crée des frictions. Ah non, mais c'est... La personne qui a inventé ce concept d'attribution ne s'est pas rendu compte qu'en fait c'était vraiment la pire idée, quoi. Ouais. Alors je pense qu'elle a gagné beaucoup d'argent avec ce concept, ouais. mais en fait laisse tomber, quoi. Est-ce que ce que je vois dans des boîtes un peu plus, on va dire partner oriented, c'est qu'en fait ils considèrent que c'est en plus le partenaire. En fait c'est influencé. Mais bien sûr. C'est un deuxième layer.
qui fait qu'en fait, tous tes deals peuvent être influencés par le partenariat à un moment, le marketing à un autre et les sales à un autre. Et en fait, à la fin, c'est chacun qui fait gagner le client, mais c'est pas un qui doit être payé, c'est les trois. Mais avec les règles, ça n'existe pas, donc il faudrait revoir ça. Mais je pense qu'il n'y a aucune des boîtes qui arrive à trouver une méthode bien sûr. Qui convient. Et puis vraiment, je trouve que c'est... bon, on part dans un débat sur l'attribution, mais moi, mon gros problème avec l'attribution, tu vois, c'est vraiment de considérer que les choses, elles sont très binaires en fait... le marketing, ça a un impact sur la lead gen, basta. Oui, mais non, mais en fait, j'ai aussi eu un impact sur le taux de conversion des commerciaux, parce que la notoriété, parce que machin, parce que truc. Et donc, en fait, le truc, c'est que oui, moi, tu me mesures par rapport à ma lead gen, mais j'ai aussi un impact sur ce truc. Le partenariat, ça a eu un impact sur la lead gen, ça a eu un impact sur ce truc, etc. Tu vois, tu mentionnes le côté écosystème pour partenaire. Ouais. En fait, moi, j'ai complètement arrêté de tirer les fils de l'attribution et je considère que c'est un écosystème qui participe à la conversion et à la lead gen et puis basta, en fait. Tu vois, voilà. Mais honnêtement, c'est un vrai sujet. Et là, justement, dans la boîte avec qui je travaille depuis le début de la semaine, ce que j'ai mis depuis le début, c'est les... T'as anticipé ce genre de problème. Je leur ai dit, au niveau des définitions, qu'est-ce que ça veut dire le partenariat pour vous et quels chiffres vous voulez voir avec les partenariats. Au début, eux m'ont dit c'est le nombre de leads. Je leur ai dit si c'est ça, je ne fais pas la mission avec vous. Je pense que ce qu'il faut qu'on prenne, c'est influence. Donc ce qu'on a convenu avec eux, c'est on va compter tous les deals où un partenaire a eu un impact sur un moment du deal en fait. Et on va mesurer le pourcentage de deals qui sont influencés et on va évaluer les win rates avec ces deals-là par rapport aux autres. Et ce que je leur ai dit, c'est que si on arrive à prouver que le win rate passe de 20 à 40 avec les partenaires, ça veut dire qu'il faut 2 fois moins de pipe à gérer, donc peut-être moins de SDR, moins de BDR. Donc, et ils ont compris cette notion d'écosystème qui fait qu'à la fin, tout le monde gagne et c'est pas qu'une seule équipe. Et le CEO m'a dit, OK, on part avec ça. Donc c'est un premier win déjà. Ça, c'est le premier. C'était ce matin. Donc tu vois, c'est cool, honnêtement. Mais tu sens que ça commence à changer. Ils commencent à se rendre compte que ça marche pas trop, cette attribution, parce qu'il y a eu la guerre avec le marketing et les sales. Maintenant, tu as partenariat, marketing et sales. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Moi, j'avoue que j'aime bien mesurer l'influence. Parce qu'en plus de ça, il y a quand même un sujet qui est que tu n'es pas obligé de mettre tout le poids de corps en début de funnel, par exemple. Tu sais que tu as influencé un deal, et donc toi, ton rôle, c'est d'influencer le deal, donc tu peux aussi travailler à l'augmentation du taux de conversion, tu peux aussi travailler à la réduction du temps de conversion, tu peux aussi, etc. Je trouve mesurer l'influence, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus fair, en fait, et même un peu plus enrichissant sur... c'est aussi bien prendre en compte la contribution qui est en mesure d'avoir un partenariat ou une équipe marketing sur un deal, tu vois. C'est ça. Et nous, l'idée qu'on a eue à la fin avec Spendes, c'était d'expliquer comment on avait influencé le deal. Donc nous, on avait mis, je crois, il y avait 4 ou 5 paramètres différents. Soit je l'ai sourcé, soit le partenaire m'a fait une reco écrite, soit il m'a donné des infos sur les concurrents ou sur le buyer. Et le 4e, c'était... mince, je l'ai plus. Mais tu vois, en fait, on expliquait pour pouvoir dire sur tant de deals, voilà comment on les a aidés et voilà les chiffres qu'il y a avec. C'est pas juste un tick dans ton CRM qui dit j'ai aidé ce deal-là. C'est un tick avec une explication qui permet de le montrer à chacun. Et pour aller plus loin avec ça, un truc qui a très bien marché aussi pour nous, c'est de faire venir les partner managers dans les deal reviews de tous les sales. Et justement, il permettait d'être là et de parler avec chacun des sales sur chacun des deals, comment le partenaire dans ton écosystème pouvait aider. Et ça nous a permis de comprendre, selon les stages auxquels on pouvait faire appel pour gagner ou pas ce type de deal. Je te prends un exemple. On a perdu un deal à l'époque au UK parce qu'on ne s'intégrait pas avec un outil danois. Et en fait, on a entendu ça et on a trouvé un partenaire qui était capable de le faire pour le client. Et on a regagné le deal 2 mois après avec ça. Donc en fait, en étant présent avec les sales, ça évite qu'il y ait des guerres parce qu'en fait, ils se parlent toutes les semaines et ils parlent des deals ensemble et en fait, ils collaborent ensemble. Donc tu n'as plus vraiment la règle de qui l'a pris ou pas, c'est les deux l'ont gagné. Et ce qu'on a fait, nous, pour finaliser ça, c'est qu'en kick-off sales, on faisait des win stories avec le partner manager et l'AE qui parlait de la collaboration entre les deux qui a fait gagner les deals. Et ça a permis un peu de casser cette idée de c'est toi ou c'est moi, c'était nous ensemble avec qui ça marche. Donc ça, c'est un truc qui a vraiment bien marché, qu'on a mis en place je crois que c'était en janvier. Et ça a eu un vrai impact. Ça a converti pas mal d'AE à travailler avec nous.
Donc c'est vrai, c'est des choses qui marchent. C'est au-delà du CRM, c'est en dehors du CRM, c'est dans la collaboration pour que les deals signés rentrent. Ok, excellent. Je reviens sur ton expérience Tereos et InnovaFeed. Oui. Donc là c'est un type de partenariat un petit peu particulier parce que c'est partenariat stratégique. Oui. Comment est-ce qu'on développe des partenariats stratégiques ? Alors, moi, je peux donner mon exemple qui était donc Tereos, qui est une boîte qui est un des plus gros producteurs de sucre au monde et de produits amidonnés. Donc, en fait, quand tu bois un Coca, le sucre qu'il y a dedans, c'est du sucre Tereos, en gros, pour faire simple. Et eux, il y avait des enjeux d'avoir des nouvelles lignes de produits pour diversifier leur offre. Et ils n'étaient pas en mesure de le faire eux-mêmes. Donc c'est là où on a fait appel au concept de partenariat stratégique. En fait, c'est le make, partner ou buy. Donc nous, le choix, c'était soit du M&A pour acheter les boîtes, soit faire du partenariat stratégique pour ajouter des produits au sein de notre offre, pour aller plus loin, ou alors des services. Et moi, mon rôle, c'était de trouver des solutions innovantes sur des sujets de protéines de demain ou de sucre de demain pour compléter le besoin du marché qu'on voyait dans les années à venir. Donc le but, c'était pas de trouver juste de l'IP à revendre ou à utiliser, c'était vraiment de trouver des boîtes qui le faisaient plus vite que nous, donc des startups, et les incorporer un peu dans notre mode de fonctionnement à différents niveaux pour que on arrive à avancer ensemble. Donc c'était des boîtes indépendantes, mais avec qui on avait une valeur commune pour nos clients communs. D'accord. Et j'essaie de faire simple parce que c'est un projet un peu large. Oui, j'ai bien compris qu'effectivement. Exemple que tu as donné en intro, c'est ça a commencé par un deck, ça a fini par une usine. On comprend bien qu'il y avait quand même pas mal de choses au milieu. Ouais. Et comment tu vas chercher ce type de partenariat à l'international ? Alors en fait, nous on sourçait les idées auprès de différentes équipes. Donc on parlait soit avec la R&D, soit avec les usines, soit avec les commerciaux. Et moi, j'ai un projet que j'ai mené qui était pour un partenariat avec une boîte japonaise pour licencier un de leurs produits en Europe, donc faire un partenariat de distribution. Parce qu'en fait, on avait trouvé que, pour aller dans le détail, il y avait un type de formulation pour un produit qu'on ne pouvait pas faire en Europe parce qu'on n'y arrivait pas. C'était pour un grand compte type Kellogg's ou Coca. Et le seul moyen de le faire, c'était de prendre un procédé qui n'existait qu'au Japon. Donc là, le but, c'était de sourcer des boîtes qui étaient à l'étranger, qui n'étaient pas présentes sur le territoire européen et de licencier leur IP pour pouvoir faire des produits en Europe. Donc moi, j'ai sourcé à cette époque-là des boîtes dans plusieurs pays. Il y en avait en Israël, il y en avait en Chine, il y en avait au Japon. Et celle avec qui on a avancé, c'était celle du Japon. Ok, d'accord. Donc après, tu rentres dans des phases un peu plus complexes parce qu'en fait, là, tu es sur des discussions qui prennent, nous, ça avait pris peut-être 1 an et demi parce qu'en fait, tu démarres au début avec simplement un NDA pour que tu couvres un peu ce que tu dis avec eux. Après, dès que tu te mets un peu d'accord, tu fais un MOU, donc c'est un Memorandum of Understanding. Donc tu te mets d'accord sur pas mal de points en disant voilà sur quoi on a envie de travailler ensemble, voilà ce qu'on veut vérifier ensemble. Et si ça marche, on va voir ensemble pour faire un plus gros projet, un plus gros contrat. Donc en fait, tu as des phases qui te permettent de valider ton avancée avec le partenaire et qui permettent de contrôler tes investissements selon les phases de ton projet. Donc nous, je vais prendre un exemple. Si on a 1 million d'euros à mettre sur un projet, on va mettre peut-être 50 000 euros sur la recherche au début de partenaire avec le NDA, 150 000 euros au niveau du MOU pour valider pas mal de points techniques, etc. Et les 800 000 euros qui restent sur la phase du contrat où tu vas le mettre en place avec le partenaire. D'accord. Donc là, tu es beaucoup plus structuré, tu es beaucoup plus contraint aussi avec tes coûts. Et tu contrôles ça en disant, je suis prêt à tenter X projet, donc avec une enveloppe peut-être de 1 million pendant les 2-3 années à venir. Je sais qu'il n'y en a que 2-3 qui vont marcher, mais le gain de ces 2-3 seront plus importants que l'ensemble des dépenses que j'ai faites sur les projets. Donc c'est comme si tu étais un peu en VC et que tu mets dans plein de boîtes. Là, tu es un VC interne qui fait plein de projets de partenariat. Et il va en mettre sur plusieurs. Il va voir ce qui marche le mieux pour aller au bout avec eux. D'accord. Ça me fait penser à un sujet de concurrence avec les partenaires. Je reviens sur le sujet Spendesk parce que bien sûr. Je connais un petit peu mieux le sujet Spendesk que le sujet c'est plus égoïste avec Tereos, je comprends. Moi qui viens plutôt du milieu startup, tu vois. En fait, tu vas avoir un partenaire, une intégration avec un outil comptable. Je dis n'importe quoi.
Mais en fait, des outils comptables, il en existe plusieurs. Et donc, tu vois, il peut aussi y avoir un moment donné où, bon, bah, ok, je vais signer un partenariat avec QuickBooks, je dis n'importe quoi. Et puis, en fait, ah tiens, je me dis que ça pourrait être pas mal que je sois aussi intégré à Penny Lane, je dis n'importe quoi aussi. Ça marche bien comme exemple. Non, mais voilà. Bah oui, mais QuickBooks et Penny Lane, en fait, ils sont concurrents. Et du coup, comment est-ce que... tu vois, comment est-ce que tu négocies des deals là-dessus? C'est-à-dire que, est-ce que du coup, c'est de l'exclusivité? Tu vois, je reprends l'exemple de HubSpot et des intégrateurs. Encore une fois, géographiquement, on se dispatche les trucs et tout. C'est une concurrence, mais à la limite, bon, voilà. QuickBooks et Penny Lane, tu vois, là, il y a une vraie concurrence parce qu'il y a un moment donné, les gens, ils vont se dire, bon, bah, en fait, je choisis quoi entre les deux? Et donc, ça peut être cool que ce soit intégré avec Spendesk, mais en même temps, tu vois, vous, comment est-ce que vous gérez ça? En fait, ça, c'était le sujet sur les partenariats produits. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a eu un boom au niveau des intégrations depuis quelques années. Parce que de plus en plus, ça s'appelle des iPaaS. Donc, c'est des Unified API. Donc, en fait, tu prends un outil qui te permet de te connecter d'un coup à 100 solutions. Ouais. Donc, tu peux demain le faire avec Payfit, avec Personio, avec TravelPerk. Et ça fait que tout le monde peut se connecter avec tout le monde. Donc, tout le monde fait des partenariats avec tout le monde. Donc, tu te retrouves avec un partenaire qui bosse avec tes concurrents. Et là, ça commence à être galère. Et ce que font les boîtes, c'est qu'ils segmentent, comme je disais, par géographie et par tiers. Donc, en fait, en gros, tu vas peut-être faire le partenariat avec la meilleure boîte en Espagne. Donc, peut-être avec le Penny espagnol pour Espagne et Portugal. Tu vas faire avec le Penny Lane allemand pour l'Allemagne. Donc, tu vas essayer de mapper un peu tes régions avec tes attentes des clients et avec les outils en local. Donc, tu te retrouves à faire... à travailler avec pas mal en même temps. Et ça devient un peu le brouillon et un peu le bordel. Donc, on n'a pas encore trouvé de solution. En tout cas, nous, avec Spendesk, on essayait de prioriser que 1 ou 2 outils par secteur pour être un peu à valeur ajoutée auprès de nos clients. Mais on n'était pas encore resté structuré avec ça parce que quand tu démarres, il faut quand même que ça avance. Donc, tu tentes avec chacun. Donc, t'es pas... Ce que je viens de dire était un peu brouillon, mais ça montre bien que c'était un peu brouillon aussi chez nous à ce niveau-là. Mais t'as une reco pour... En fait, en gros, nous, ce qu'on faisait, c'est dans les critères, on disait regarde vraiment les pays, le nombre de clients qu'ils ont dans chacun des pays et les segments qu'ils visent dans chacun des pays. Donc, en fait, si toi, en Allemagne, tu vas viser plutôt le up market, mets-toi en alliance avec une boîte qui est sur le up market en Allemagne. Pense pas global, parce que la plupart des boîtes se structurent en local. Donc, pense avec une approche locale. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Segmentation géographique, plus positionnement. Est-ce que c'est plutôt up market? Est-ce que c'est plutôt enterprise? Est-ce que c'est plutôt... voilà. Et c'est ça qui te permet d'adresser le... Enfin, c'est le bon croisement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, moi, ce que j'ai vu juste dans d'autres boîtes, faire des exclusivités, c'est pas souvent souhaité, mais je pense que c'est ce qui marche le mieux parce que tu t'es vraiment engagé avec le partenaire. Donc en fait, je trouve qu'il faut trouver un bon équilibre. C'est peut-être pas de l'exclus, mais c'est un droit de préférence, on va dire, en disant bah nous, c'est ce qu'on avait avec TravelPerk au début. On mettait en priorité ce nom-là dès qu'il y avait un besoin travel. Donc, c'était pas écrit spécifiquement, mais on disait pendant 6 mois, vous êtes le partenaire tiers 1 sur le travel. Donc, c'est vous qu'on met en avant sur ce pays. D'accord. Et après, il faut le voir de façon dynamique aussi. C'est pas fixe pendant 10 ans, en fait. C'est pendant 1 an. Après, les boîtes peuvent évoluer. Donc, c'est un vrai sujet de le revoir tous les ans, ce tiering par pays et par segment. Je trouve la transition pas mal trop avec ma prochaine question qui est on a discuté de comment ça se mesure l'impact du partenariat sur le revenu. Mais comment est-ce que tu mesures l'impact du partenaire? Tu vois, est-ce qu'il y a des data que tu regardes sur l'impact du partenaire sur une boîte? Est-ce que du coup, ça c'est un partenaire avec qui en fait on fait pas beaucoup de business, en fait il nous apporte pas autant de valeur que ça, et du coup on va kill le contrat? Je sais même pas si ça se fait, tu vois, mais comment tu mesures ça? Alors ça, c'est un super bon point. Nous, on n'était pas assez mature sur ce point-là, mais il y a des boîtes qui sont beaucoup plus avancées, qui ont des tierings de leurs partenaires à qui ils donnent de plus en plus d'accès selon la qualité de leur service, selon l'expérience qu'ils ont avec les clients. Donc ils vont dire, par exemple, si ce partenaire-là a fait 10 projets à valeur avec nos clients, je suis prêt à lui donner le next step au niveau de ma collaboration avec lui. Donc
nous, on était un peu trop jeunes pour le faire. On n'avait pas assez d'expérience et de recul sur les types de partenaires et sur la valeur qu'ils apportaient aux clients. Mais quand tu es plus avancé, tu peux te permettre de faire des revues en parlant à tes clients, de savoir comment était leur expérience avec les partenaires. Je sais que par exemple, NetSuite va prioriser l'envoi à certains types de partenaires selon les feedbacks de leurs clients. Et ils font ça d'année en année. Donc, tu peux perdre un statut de janvier à janvier. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais ça répond totalement. Ok, top. Écoute, on a quand même bien fait le tour du sujet partenariat. C'est quoi, toi, tes prochains challenges? Parce que du coup, on a beaucoup parlé de Spendesk, mais tu as quitté Spendesk. Exactement. J'ai quitté Spendesk il y a un mois. En fait, moi, j'ai adoré ce sujet. Les partenariats, ça me passionne depuis maintenant 8 ans. Et j'ai décidé de me lancer en freelance depuis un mois. Donc, j'ai un premier client avec qui je travaille qui s'appelle Happy Day. Depuis mardi. Et le but, moi, c'est de faire un mix entre plusieurs types de missions. C'est soit accompagner des boîtes qui sont, on va dire, en série A ou série B sur la mise en place de leur programme pour les aider à structurer ça et à le lancer et à embaucher peut-être le first hire. Ou alors, ça peut être pour des boîtes peut-être en série C et plus, faire des missions plus de conseils sur comment est-ce qu'il fonctionne, ce qui a amélioré. Donc, c'est vraiment un mix entre soit je suis une ressource pour vous pendant quelques mois ou quelques semaines pour le lancer, soit je vous aide à l'améliorer et à aller plus loin sur la base de mon expérience qu'il y a avec mes boîtes d'avant. Et il y a un truc en plus que je veux mettre, c'est si vous êtes une petite boîte avec des grands comptes en tant que partenaire, je peux vous aider parce que je l'ai fait pas mal de fois. Donc je peux aider vraiment sur plein de types de sujets, mais mon sujet cœur, c'est les écosystèmes et le partenariat. Parce que je pense que ça va être le truc des années à venir et j'ai vraiment envie de faire ça pendant 10-15 ans à l'avenir. Trop bien. Le message est passé auprès des auditeurs. Je suis ouvert à toute proposition. Je le dis à la caméra. Donc, pour les personnes que ça pourrait intéresser, LinkedIn ? LinkedIn, carrément, ouais. Comme tous les professionnels, comme tout bon professionnel. Ça marchera très bien, ouais. Ok, excellent. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore Conquête à ce moment-là. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, les étoiles, le like, l'abonnement, tout ça. Et puis, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.